africain. En fait, ça fait longtemps qu'on en parle de l'émergence de l'Afrique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon... cette fois-ci, ça va se passer? Est-ce qu'on est au bon moment? Est-ce qu'enfin, ce qu'on dit va se réaliser? Et en fait, aujourd'hui, quand on parle des conditions de réussite des PME, je pense qu'on parle aussi des conditions de réussite des pays africains. Parce que, en fait, on sait qu'ils ont déjà des taux de croissance. Tout à l'heure, le Premier ministre du Cameroun nous donnait son taux de croissance à 9%. Ça nous fait rêver, nous les Français, 9% de croissance. Et il disait, c'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin. Donc c'est formidable. C'est des taux de croissance à l'asiatique, ça. C'est sensationnel. Pour autant, pour autant, est-ce que ça va durer? Alors, il y a beaucoup de points positifs beaucoup de feux verts dans l'analyse de ces pays. Hein, on a évidemment la démographie qui est formidable, on a une richesse du sol, non seulement l'agriculture, mais aussi les matières premières et les formidables gisements de gaz ou de pétrole. Puis on a aussi, et surtout, j'allais dire, ce saut technologique aujourd'hui qui fait que d'un coup, les pays africains peuvent être à l'heure du monde et à très très vite gommer tout leur retard. Donc on a plein de points positifs. Mais quand même, à mon avis, et à l'avis, je pense, de beaucoup des gens qui sont sur cette table ronde, l'avenir de ces pays-là, les conditions de réussite de cette croissance-là, les conditions de durabilité de cette croissance-là viendront du fait de savoir si ces pays peuvent ou non, sauront ou non donner les conditions de réussite aux PME. Les PME, en Afrique comme ailleurs, sont probablement les vecteurs des croissances des pays d'aujourd'hui. Donc la table ronde que nous faisons aujourd'hui est, à mon sens, et c'est pour ça que j'ai accepté de l'animer, c'est à mon sens une question clé du développement de l'Afrique. Est-ce que l'Afrique saura ou ne saura pas, comme en France, comme en Europe d'ailleurs, saura ou ne saura pas donner les conditions de réussite des PME? C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Donc on a autour de cette table des gens qui vont vous aider à éclairer toutes ces questions et vous donner leur sentiment, qui est un sentiment d'acteur. Alors, je commence à tout seigneur, tout honneur, par monsieur Nicolas Dufour, qui est président, directeur général de la BPI. La BPI, vous la connaissez toutes. Je lui disais en aparté tout à l'heure que j'étais quand même, moi, en tant que, je vous en parlerai une minute tout à l'heure, mais en tant que participante, en tant qu'acteur du développement des PME en Afrique et dans le monde, je trouve que la BPI a fait en quelques années un travail formidable. Et pour tout vous dire, j'en connais plein de PME, vous le savez. Eh bien, je n'ai jamais rencontré une PME qui n'est pas contente une fois qu'elle est rentrée dans le système BPI. Donc vraiment, c'est un succès de la France dans le concours de tous les gens qui travaillent au développement des PME. Et M. Nicolas Dufour nous parlera tout à l'heure de ce qu'il a fait pour le continent africain et ce qu'il pense qu'il faut faire maintenant pour développer les choses. Et puis nous avons Evelyne Tall, qui est directrice générale adjointe d'EcoBank. EcoBank a été fondée en 1985, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, et qui est présente aujourd'hui dans 36 pays d'Afrique. La deuxième plus grande banque d'Afrique après la banque sud-africaine Standard Bank. Ils ont 20 000 employés et 11 millions de clients. Combien vous avez d'employés à la BPI? 2200. 2200. Ensuite, nous aurons Grégory Clément. Alors non, pas Grégory Clément, justement. Amaury Muliette, c'était Grégory Clément dont le nom est sur vos programmes, mais c'est Amaury Muliez, qui est le directeur général délégué de Proparco, qui va le remplacer et qui est très au fait de ces questions. Proparco est une filiale de l'Agence française de développement, l'AFD,
qui est spécialisé dans le secteur privé et qui a comme objectif, un objectif qui va très très bien dans cette maison, c'est celui d'être socialement équitable, soutenable d'un point de vue environnemental et financièrement rentable. On en rêve, hein, on en rêve des gens qui sont socialement équitables, soutenables sur le plan environnemental et financièrement rentables. Donc, il nous dira ce qu'il pense de ces questions. Nous avons aussi je m'y perds, Monsieur Vega, qui est directeur général de la Société Générale au Sénégal, de la filiale Société Générale au Sénégal. Et je dois dire que Monsieur Vega, c'est intéressant d'abord parce que la Société Générale, c'est une grande banque française. Cette filiale est dirigée par un Africain, c'est quand même très intéressant, et il nous dira ce qu'il pense de ces questions. Et puis, nous avons deux personnes qui sont... Alors ça, c'est des financiers, des investisseurs, mais nous avons aussi des pratiquants de ces institutions, un chef d'entreprise, un Français, Monsieur Rani, qui est à la tête d'une belle entreprise, une très belle entreprise, qui va bientôt fêter ses 90 ans, qui s'est créée dans le sud de la France et qui est maintenant très implantée à la fois en Afrique, mais dans d'autres pays aussi. Et dans un secteur, il nous expliquera pourquoi il pense que s'implanter dans des secteurs qui correspondent exactement aux besoins des Africains est quelque chose d'important. Et lui, il est implanté dans les problèmes de lumière, d'éclairage, d'électricité. Et évidemment, c'est une question très importante en Afrique. Enfin, nous avons notre chargé de conclusion qui... Je l'ai perdu, mais la voilà. Qui va nous faire tout à l'heure des conclusions, mais à qui je demanderai quand même de nous dire 2 ou 3 mots je vais vous dire de nous dire ce qu'elle pense de ce qui se dira autour de cette table, parce qu'elle a une expérience personnelle importante. Il s'agit de Annie Ferton, qui est conseillère à Investissement de Partenaires et qui a une grande expérience de la PME en Afrique et qui pourra donner son éclairage personnel sur cette question avant d'apporter les conclusions. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur Dufourcq, je vous donne la parole pour nous expliquer ce que le plan Afrique de la BPI apporte aux PME en Afrique. Merci beaucoup, madame. Merci pour vos compliments tout à l'heure qui nous chauffent le cœur et nous donnent plus d'énergie pour en faire encore plus. Et vous verrez qu'on en fera encore plus, donc rassurez-vous. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, on se met toujours en déséquilibre avant. Alors, ce que je peux vous dire sur le plan Afrique, qui est un grand mot, de BPI France, c'est que BPI France a été créé au printemps 2013 et qu'on a commencé à en parler à l'automne 2013. Voilà, donc on est Afrique native de ce point de vue-là chez nous. Une collaboratrice qui est là et qui peut en témoigner. Ce que nous avons à l'esprit, c'est très simplement que l'Afrique doit être dans les business plans des PME françaises. Les PME françaises, quand elles exportent relativement peu vers l'Afrique, ont encore des attractions, parfois même des obsessions asiatiques ou latino-américaines, et on leur dit vous avez une opportunité phénoménale avec l'Afrique à vos côtés, à vos portes, il faut absolument que vous y alliez, n'ayez absolument pas peur, nous allons vous accompagner, nous allons vous financer, nous allons vous couvrir en risque, nous allons vous dérisquer totalement. Vous avez une sorte de musée du Louvre, vous passez devant, rentrez dedans, allez voir ce qui s'y passe. N'allez pas seulement en Afrique francophone d'ailleurs, sortez de votre zone de confort, allez également en Afrique anglophone. Tout est à faire dans le monde des biens de consommation, dans le monde de l'infrastructure, dans le monde de l'énergie, dans le monde des télécommunications, dans le monde même de l'entertainment. Quels que soient les secteurs, il y a de très très belles choses à faire en Afrique pour des entreprises qui sont déjà un tant soit peu structurées, mais pas nécessaire d'être particulièrement grands. On rencontre d'ailleurs des quantités d'entrepreneurs qui sont plutôt de petite taille, mais avec une espèce d'audace entrepreneuriale qui les projette et qui les catapulte sur l'Afrique, et comme par hasard, ils réussissent. Alors qu'est-ce qu'on fait avec eux ? On les finance, avec une boîte à outils qui est tout à fait complète maintenant, puisqu'on leur fait des prêts sans garantie du tout, on ne prend pas de garantie sur leur patrimoine ou sur l'entreprise, des prêts qui peuvent aller jusqu'à 5 millions d'euros,
qui sont à 7 ans, avec 2 ans de différé de remboursement et des taux, comme vous le savez aujourd'hui, qui sont extrêmement faibles. Ça s'appelle le prêt export. Le prêt export, sur l'Afrique, on en fait à peu près 100 millions d'euros par an. Hein. Alors en moyenne, c'est plutôt 1 million que 5, mais ça fait quand même 100 entreprises qui, chaque année, prennent pour aller mettre en œuvre un plan de développement sur l'Afrique, un prêt export de 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup, en effet. Alors, étant entendu qu'on ne fait ce prêt que si une autre banque, par exemple Société Générale, attribue un autre prêt de cette taille-là à peu près au même moment. C'est la règle d'or chez nous du cofinancement. Ensuite, on fait du crédit acheteur, export, et du crédit fournisseur. Crédit acheteur, il faut que vous sachiez, et ça c'est la grande bonne nouvelle, je pense que c'est lié à toute la mobilisation qu'on a produite partout en France dans nos événements, 60% de la demande de crédit acheteur-export faite à la BPI par des PME et des ETI françaises est sur l'Afrique. Hein, c'est considérable. Et Afrique francophone, Afrique anglophone. Donc ça représente à peu près aujourd'hui 250 à 300 millions d'euros de demandes de prêts de crédit acheteur à l'export et un peu de crédit fournisseur quand on est sur de petits montants, qui sont tous des crédits cofacés. Voilà. Très bonne nouvelle. Donc BPI France, qui n'était pas sur ce segment-là du financement, s'est projeté sur le petit crédit acheteur à partir de fin 2014, en complément avec les grandes banques françaises, qui, elles, se concentrent plutôt sur des crédits acheteurs supérieurs à, on va dire, 50 à 70 millions d'euros. Les petits crédits de 10, 15, 20 millions d'euros sont moins rentables pour elles, et nous pensons avoir la flexibilité pour les mettre en œuvre. Donc ça, c'est très important pour vous, puisque c'est des crédits cofacés. On finance donc les acheteurs africains ici des biens d'équipement français. Je vous dis par exemple que le four à pain croustillant du SPAR de Maputo, au Mozambique, il a été financé par BPI France. Voilà. Petite PME de Lorraine qui a vendu son four à pain à Maputo, pour ceux qui sont nostalgiques de la croûte de pain française. Alors ensuite, on a maintenant la chance extraordinaire, à partir du 1er janvier, d'avoir la COFAS, qui nous est transférée pour la partie compte public, donc l'assurance crédit public. C'est 250 excellents collaborateurs qui nous rejoignent. Et donc, on pourra maintenant, pour vous, entrepreneurs français, quand vous venez dans les directions régionales de BPI France, vous avez en face de vous des collaborateurs qui ont une boîte à outils qui va du financement de la trésorerie jusqu'à la couverture en assurance crédit. Donc, elle est absolument complète. On peut vous garantir vos investissements à l'étranger également. On peut vous mobiliser vos créances nées à l'étranger. On vous fait tous les crédits dont je vous ai parlé. Et maintenant, on vous assure, ou on assure plus exactement vos banques. Hein. Donc c'est extrêmement puissant en termes de centricité client. Voilà. Et ceci, alors nous avons des objectifs, j'en termine là-dessus, hein, qui dit plan dit objectif, c'est de doubler tout ce que je viens de vous dire dans les 2 ans qui viennent. Hein. Donc doubler la mobilisation de créances, doubler le crédit acheteur, doubler les prêts export. Alors, je ne vous ai pas parlé, si vous m'accordez encore une minute. Oui, allez-y. Voilà, on est en train de, démultiplier nos actions également en fonds propres en direction de l'Afrique. Historiquement, la Caisse des dépôts et consignations et maintenant BPI France a investi dans des fonds d'investissement, des fonds de private equity africains, au travers d'un fonds de fonds qui s'appelle Averroès, dont Isabelle Béard, ici présente, est patronne. Ce fonds Averroès a financé en particulier Afrique Invest, qui est une très belle maison de private equity basée à Tunis et qui a ses bureaux au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Lagos, à Nairobi. Et une très grande présence de rayonnement sur l'ensemble de ces pays-là avec 75 collaborateurs. Nous avons demandé à Afrique Invest de monter pour notre compte un fonds franco-africain. C'est-à-dire un fonds qui va investir la moitié de ses capitaux dans des PME françaises qu'on va catapulter en Afrique et l'autre moitié dans des PME africaines qu'on va accueillir en France. Un fonds qui serait dans un premier temps de 150 millions d'euros et qui ressemble à s'y méprendre à ce que nous avons fait avec les Chinois, puisque nous avons 4 fonds franco-chinois pour un total d'1 milliard d'euros, dans lesquels nous avons investi 250 millions d'euros. Fonds qui permettent aux entreprises françaises d'être accueillies en Chine et aux entreprises chinoises de recevoir le tapis rouge du réseau social des entrepreneurs de BPI France. Ce qui a marché à merveille en Chine depuis 4 ans, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en Afrique. Donc on est très actif sur la mobilisation de ce fonds, au point que votre serviteur participe lui-même au roadshow de levée, ce qui est assez exceptionnel. Normalement, on laisse les équipes de gestion le faire, mais là, on y met notre passion. Et donc, je forme le vœu que l'année prochaine, pour aussi bien les entrepreneurs français qui sont dans cette salle que les entrepreneurs africains intéressés par le marché français,
nous puissions vous offrir le service de ce fonds franco-africain. Voilà. Alors, BPI est implanté comment dans ces pays-là? Alors on a 2 collaborateurs directs, donc on a un réseau qui est extrêmement étroit. Et on n'a pas tellement d'ailleurs l'intention de devenir une banque à réseau à l'international. Oui, non. Le réseau français, il est sur les 2200 salariés, c'est la moitié, 1100. Avec 1100, on fait déjà 13 milliards d'euros de crédit par an, 1,5 milliard d'equity par an, donc des effets considérables. L'Afrique, on a un collaborateur à Abidjan et un autre à Johannesburg. Et on travaille de manière extrêmement étroite avec, d'une part, Proparco, qui est vraiment notre maison sœur, puisque Proparco, en fait, c'est la BPI à l'étranger. Ils font du crédit, ils font de l'equity, ils font de la mezzanine, ils font juste exactement notre métier et on fait exactement le leur. La seule chose qu'ils ne font pas, c'est l'assurance crédit maintenant. Bon. Donc on se ressemble en tout point, c'est le miroir. Et de ce point de vue-là, c'est très naturellement le réseau public français vers lequel on se dirige quand on va à l'étranger. C'est le réseau qui accueille d'ailleurs très particulièrement nos entrepreneurs, puisqu'ils parlent la langue des entrepreneurs. Donc beaucoup de choses très positives à dire sur Proparco. Et puis sinon, on s'appuie sur Business France. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un entrepreneur en Afrique qui a des projets, il passe par Business France, il va voir Business France. Voilà. Donc, Business France et BPI France sont un peu mariés, puisque Business France a injecté 50 personnes dans nos agences. On a 50 agences. Oui. Dans chaque agence, il y a une personne de Business France qui est en fait maintenant le patron de l'international de BPI France en région. Donc on monte avec Business France toutes sortes de missions pour les entrepreneurs en Afrique. On fait recevoir nos clients par Business France en Afrique. Ça se passe très bien. Et ensuite, quand il s'agit de financer ou d'avoir un dialogue de financement ou de mesurer le risque qu'on prend sur un acheteur étranger des biens de nos entrepreneurs français, on passe par Proparco. Très bien. Donc, vous avez les adresses. Si vous avez besoin d'aller plus loin avec BPI, vous allez soit avec Proparco, soit avec Business France. Je vais laisser la parole maintenant à notre représentant de Proparco, justement, directeur général délégué de Proparco, Amaury Muliez, qui va nous dire, lui, sa vision des choses actuellement. Qu'est-ce que vous faites pour les PME en Afrique? Merci. Ça va venir. Si. Oui, ça fonctionne? Non. Normalement, ils le font. Vous aurez le vôtre. Merci. Donc effectivement, Proparco est la filiale secteur privé du groupe Agence Française de Développement. Et donc nous finançons des PME, mais nous les finançons quand elles sont localisées hors de France et plus spécialement dans les pays émergents, et tout particulièrement l'Afrique qui représente à peu près 60% de notre activité. Alors, qu'est-ce que nous offrons aux PME? Je pense d'abord peut-être rappeler une évidence, mais on sait que la notion de PME, elle est déjà très diverse quand on regarde un marché comme la France. Mais alors évidemment, à l'échelle de l'Afrique, on a encore plus de diversité. Ça va du secteur informel jusqu'à des entreprises déjà très, très matures. Et donc, évidemment, la réponse qu'on apporte à ces différentes entreprises ne peut pas être la même. Et donc, Proparco a développé, je dirais, une palette de différents outils. J'en citerai 3 qui sont les principaux. Le premier, en termes de volume, et parce que ça représente 50% de notre activité, c'est de travailler conjointement avec les réseaux bancaires africains, qu'ils soient les réseaux locaux comme Ecobank ou les réseaux internationaux comme la Société Générale, qui est un des premiers partenaires de Proparco et du groupe AFD sur l'Afrique. Donc ces banques africaines, on leur accorde des lignes de refinancement à long terme qui derrière peuvent être consacrées notamment au financement des PME, et notre maison mère AFD accorde également des garanties à ces banques de manière à ce qu'elles puissent s'orienter prioritairement vers le segment des PME. Le deuxième outil et ça permet de toucher, je dirais, des entreprises de taille moyenne, déjà formelles, qui ont accès au secteur bancaire. Le deuxième outil qu'on a à disposition des TPE ou des entreprises encore informelles en Afrique, eh bien, ce sont les réseaux de microfinance que nous refinançons également et qui mettent à disposition des entrepreneurs des crédits de petite taille pour des entreprises parfois moins évoluées. Et puis, le troisième outil dont a parlé Nicolas déjà, c'est effectivement le capital investissement, puisque Proparco, depuis maintenant
quasiment 25 ans, finance des gestionnaires de fonds d'investissement dédiés aux PME, et c'est le métier que nous attaquons au travers des fonds d'investissement, parce que nous ne pouvons le faire depuis Paris. Et donc on a dans notre portefeuille une 60aine de fonds aujourd'hui en marché émergent, dont là encore une grosse moitié sur l'Afrique. Voilà. Il y a peut-être un dernier élément à ajouter, qui est que Proparco finance quand même également certaines PME, pour les plus grosses en direct. Et donc on a une offre tant de crédit que de capital investissement pour les plus grosses entreprises, avec des crédits à partir de 5 millions d'euros. Et puis des prises de participation en capital sur des montants qui sont de l'ordre de 3 à 10 millions d'euros, parfois un petit peu moins quand il s'agit de jeunes sociétés prometteuses. Voilà, avec une prédilection jusqu'à maintenant pour en Afrique le secteur agricole, puisque en fait on a accompagné un certain nombre de PME dans la filière avicole, notamment au Bénin, dans la filière des légumes au Niger. Donc on va sur des marchés parfois encore un peu pionniers, mais sur lesquels on parvient à trouver des PME à qui qu'on peut financer en direct. Voilà. En fait, on voit bien que le problème, il est plus dans la détection des PME qui peuvent avoir accès à ces marchés et avoir accès à toutes ces solutions qu'on propose, parce que les solutions existent. Le problème, c'est que les PME ne sont pas toujours au rendez-vous et on n'arrive pas toujours à les joindre ou à les mobiliser. À EcoBank, Evelyne, je prie de m'excuser, ma voix n'est pas terrible aujourd'hui, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir quand même tenir le micro aujourd'hui, je vous assure, les médicaments n'ont pas manqué. Evelyne, vous, alors vous venez d'être citée, d'ailleurs, EcoBank vient d'être citée comme une banque partenaire des institutions dont on vient de parler. Alors, quel est vos leviers d'action sur l'Afrique en ce moment ? Merci. Je parlerai du financement. Je crois que tout le monde s'attend à ce que je m'exprime sur le financement. Mais j'aimerais rapidement dire qu'il y a quand même des conditions qui ne seront pas remplies en Afrique. J'ai compris qu'on nous a invités à des discussions et que nous faisons des propositions qui devraient être entendues dans le cadre de la transformation de l'Afrique. Alors moi, dans mes fonctions, je couvre 33 pays, j'ai voyagé dans l'Afrique, je connais l'Afrique. Donc, la croissance économique dont on parle ne se traduit pas en une plus grande richesse pour les populations et ne se traduit pas en une plus grande création d'emplois. Et c'est là qu'on touche le problème et la problématique des PME. Donc, le premier point, avant de parler du financement, je voudrais parler de ce que moi j'appelle l'écosystème à créer autour des PME. Et il y a un rôle de l'État, et pour moi c'est un partenariat public-privé clair. Le privé doit donner sa voix à l'État et donner son point de vue à l'État, mais l'État doit jouer son rôle. Et je vais dire rapidement pour les PME, c'est très clair. Et ça, c'est essentiel. En reprenant votre introduction, vous parliez de l'émergence de l'Afrique. C'est le secteur privé qui tire la croissance, qui crée l'emploi. Et en Afrique, c'est simple, le secteur privé, c'est largement des PME. Donc, pour bien replacer le débat. Donc, l'État doit créer un meilleur environnement des affaires. Le transport, l'énergie doit être là. Comment pouvez-vous créer et produire si vous n'avez pas d'énergie ? Je pense également que l'État a un rôle à jouer dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Nous avons parlé tout de suite de l'agriculture, les nouvelles technologies, etc. Donc, il y a un rôle à jouer dans ce sens. L'éducation financière et la formation est très importante. Et nous allons le voir dans la proposition que j'ai pour le financement des PME-PMI. Donc, il y a un rôle clair que l'État doit faire. Et le dernier point sur l'État, vous avez beaucoup d'initiatives dans l'aide multilatérale, bilatérale, pour l'appui aux PME-PMI, mais il faut une rationalisation de cette aide. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans l'exemple de la BPI a rationalisé ici plusieurs autres initiatives pour pouvoir optimiser son apport aux PME-PMI. Donc, il faut créer cet écosystème qui libère les potentialités et qui permette aux PME-PMI africaines de pouvoir se développer de manière pérenne, parce que le problème qu'on a, c'est un taux de mortalité des PME qui est absolument inacceptable. Maintenant, sur le financement. Il y a un débat sur l'insuffisance du financement des banques. Et donc, je ne vais pas défendre les banques, mais ce que je vais dire, on va accepter
que les banques ne financent peut-être pas suffisamment le haut du bilan. Le crédit bancaire en Afrique est toujours cher, pour des raisons que nous pourrions défendre certainement, mon collègue de la Société Générale et moi. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une plus grande offre de financement. Et je crois que c'est ce que le panel montre aujourd'hui. Il y a, en plus du financement de la dette bancaire, il y a des organismes de financement qui sont spécialisés dans le financement de l'investissement. Proparco et nous travaillons, et ils donnent des lignes de crédit à des banques. Donc nous travaillons avec Proparco et avec d'autres organismes de financement. Il y a des fonds de garantie, il y a des fonds d'investissement, les business angels. En réalité, c'est toute une ingénierie financière pour que les PME puissent se financer de manière adéquate et complète. Mais le problème qu'il y a, c'est un problème d'information, d'éducation financière de nos PME, qui ne savent pas comment naviguer dans cet imbroglio et qui ne savent pas, et d'où l'importance de la formation, du renforcement des capacités des PME. Et à la limite, pour moi, le renforcement des capacités devrait être lié au financement. Le financement sec ne sert à rien. Merci. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau des conditions de réussite des PME, parce que vous avez déjà abordé ce problème, mais vous avez complètement raison. Alors, à la Société Générale, est-ce que on est un banquier quand même très implanté dans les pays africains? Alors, quel est votre point de vue? Merci de me donner la parole, Madame Villain. À la suite de Madame Tal, je voudrais parler, pour commencer rapidement, de la Société Générale en Afrique. Pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas encore qui nous sommes en Afrique, c'est des présences historiques dans 17 pays, plus de 100 ans au Maroc, plus de 50 ans dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, plus de 30 ans en Guinée-Conakry, mais aussi des nouvelles implantations qui démontrent notre volonté de continuer d'occuper le terrain africain. Le Togo, c'est récent. Le Mozambique aussi, c'est pas francophone, c'est lusophone. Nous avons fait une acquisition au Ghana il y a quelques années. Donc, ainsi dire que la Société Générale, aujourd'hui, a une connaissance intime des environnements dans lesquels nous travaillons. Et c'est très important pour les entreprises, et notamment pour les PME, de pouvoir compter sur un partenaire banquier qui connaît intimement l'environnement, les pratiques, les personnes, les habitudes, et ainsi de suite. Ensuite, et pour ces mêmes raisons, nous offrons à nos clients l'expertise d'un grand groupe international avec une palette d'offres et la proximité d'une banque locale. Donc nous avons une combinaison 2 pour 1 que nous offrons à nos clients et ça c'est très important pour nos PME. Si on revient sur la caractéristique des PME africaines, et je pense que Mme Tal en a touché quelques points, au-delà de l'écosystème qui entoure les PME, on a aussi les PME qui doivent se poser des questions sur la façon dont elles sont organisées. Si je prends quelques exemples de points majeurs de nos PME africaines, nous avons de gros problèmes de gouvernance. Et ça revient peut-être au point de montée en capacité qui est nécessaire pour ces PME-là. Nous avons de gros problèmes culturels aussi dans nos PME, notamment pour ce qui est du remboursement du crédit. Il m'arrive souvent d'avoir des clients en face de moi qui me disent « Écoutez, ça fait 25 ans que vous me prenez des agios, donc écoutez, je considère que j'ai remboursé votre crédit parce que ça fait 25 ans que vous me prenez des agios. » Donc il y a un travail culturel à faire pour pouvoir remonter nos PME à ce niveau-là. Nous avons aussi de gros soucis. Rassurez-vous, il y a aussi en France beaucoup de problèmes culturels sur ces niveaux-là. D'accord. Il y a de gros problèmes de qualité de ressources humaines. C'est difficile souvent de convaincre un promoteur de PME de recruter les bonnes capacités pour pouvoir justement faire propulser leurs entreprises. Et finalement, il y a d'autres problèmes qui sont liés à notamment les retards. Ça, c'est un problème concret en Afrique, les retards de paiement de l'État. Moi, j'ai vu des PME mourir parce qu'elles attendaient des financements de l'État et donc venaient nous solliciter pour qu'on leur apporte qu'elles attendaient des paiements pour des prestations qu'elles avaient exécutées. Donc, tout ça crée une sinistralité assez importante des clients PME dans nos banques. Alors, qu'est-ce que nous faisons à la Société Générale pour accompagner ces entreprises? Premièrement, nous avons développé, face à ce constat, nous avons développé une série de produits et d'offres qui viennent justement, tout en accompagnant ces PME, réduire le risque de crédit que nous prenons. Je prends l'exemple du crédit bail.
qui est aujourd'hui l'un de nos produits phares dans les différents pays dans lesquels nous sommes et qui nous permettent d'accompagner nos clients tout en restant propriétaires des équipements ou des véhicules que nous finançons et ainsi de réduire notre risque. Un deuxième exemple, c'est l'affacturage qui permet à nos clients d'escompter leurs factures et derrière nous avons une assurance crédit qui permet justement de couvrir le risque d'impayé. Donc ce genre de produits que nous offrons à nos clients nous permettent de les accompagner tout en réduisant le risque de crédit que nous pouvons prendre sur eux. Deuxième élément d'intervention, c'est les partenariats. On en a parlé avec l'AFD notamment. Nous sommes le premier partenaire de l'AFD en Afrique. On travaille beaucoup avec Proparco. Récemment, nous avons signé une ligne de 20 millions de dollars, 20 millions d'euros au Cameroun pour accompagner notamment les PME. Avec l'AFD, nous avons un très important encours sur les PME contre-garantie par une garantie qui s'appelle la garantie ARIS, qui vient justement nous aider à prendre ces risques-là. Nous avons d'autres partenariats avec la Banque mondiale, avec le fonds Gari, qui est un fonds d'Afrique de l'Ouest, qui nous permet aussi de contre-garantir un certain nombre d'engagements. Et donc, ça nous permet, avec ces partenariats-là, d'accompagner encore plus nos PME en Afrique. Et nous continuons à travailler pour développer ce type de partenariat. Un autre exemple de choses que nous faisons à la Société Générale, c'est la mise en relation. Nous travaillons beaucoup dans le domaine de la mise en relation de nos clients PME avec des potentiels partenaires, que ce soit des partenaires locaux par des forums auxquels nous invitons différents potentiels partenaires ou alors des partenaires étrangers. Nous sommes présents dans 18 pays africains et à chaque fois que nous avons une occasion dans un pays africain, nous faisons le lien entre les PME de ce pays-là et des potentiels partenaires dans les 18 autres pays ou les 17 autres pays dans lesquels nous sommes. Et ça, c'est systématique dans notre approche. Finalement, ou alors, avant-dernier point, je dirais, nous agissons de manière assez subtile en termes de lobbying auprès des États, parce que nous sommes des partenaires historiques des États dans lesquels nous travaillons, pour régler des problèmes du type, justement, accélération du paiement de la dette intérieure. Nos États sont très frileux sur la dette extérieure, mais ils le sont moins sur le paiement de la dette intérieure, et ça tue les PME, et ça tue l'économie. Quand on sait que sur 150 000 clients à la Société Générale, clients entreprises, on a plus de 90% qui sont des clients PME. Ça vous donne la proportion des PME dans le monde de l'entreprise. Et quand une PME meurt, c'est un échec. Il faut absolument qu'on travaille avec les États pour que ça ne se produise plus. La dette intérieure est tout aussi importante que le paiement de la dette extérieure. Et pour finir, notre dispositif africain aujourd'hui est un dispositif qui fait la promotion de la notion de banquier conseil. Nous conseillons nos entreprises, nous ne sommes pas là que pour faire du PNB, mais c'est aussi pour conseiller et accompagner nos entreprises. Et la manière dont nous travaillons, la manière dont nous formons nos chargés de clientèle, c'est pour les amener à conseiller nos PME pour pouvoir les amener à grandir. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et vous pouvez l'applaudir. Vous pouvez les applaudir. Alors, en fait, on vous a parlé de tous les acteurs, enfin pas tous, mais beaucoup d'acteurs qui sont très pertinents sur le sol africain. Mais alors maintenant, on va discuter avec un chef d'entreprise qui, lui, voit tout ça de sa propre expérience, hein, et comment il ressent les choses et comment il voit les choses. Alors d'abord, parlez-nous de votre entreprise, qui est une belle entreprise dans l'électricité et qui est implantée maintenant en Afrique. Allez-y, je vous passe la parole. Alors, bonjour à tous et merci de me donner la parole. La société Rani est une société familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1927, qui était spécialisé dans la ferronnerie d'art et qui au fil du temps, s'est transformé en lanternier pour pouvoir éclairer nos villages et puis ensuite est devenu un fabricant de luminaires d'éclairage public. Donc je fais partie de la 4e génération à diriger l'entreprise depuis 2008. Nous sommes spécialisés, donc je dirais qu'à la base, notre cœur de métier, c'est quand même le marché national et l'export s'est développé depuis, on va dire, 2002-2003, donc avec quand même des affaires historiques qui étaient faites par des relations internationales, mais ensuite vraiment une organisation à l'export en 2004. Moi, j'ai repris, en 94, excusez-moi, ça fait 20 ans. Et j'ai repris l'export, moi, au début des années 2000. Donc, la société représente plusieurs filiales aujourd'hui. On a donc créé une filiale aux États-Unis dernièrement, il y a 2 ans, à Denver. Nous avons une filiale en Bosnie-Herzégovine.
L'Afrique est pour nous un continent sur lequel nous avons toujours travaillé. Nous avons beaucoup travaillé dans les pays d'Afrique du Nord, donc la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. Nous avons réalisé de beaux projets, nous avons des partenaires durables et donc gérer l'Afrique subsaharienne avec des belles opportunités il y a quelques années pour pas tous les citer, mais disons des belles réalisations sur le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et l'Afrique de l'Ouest, et puis certains projets sur le Tchad, la Mauritanie et quelques-uns en Afrique du Sud. Donc nous, en tant qu'entreprise, bien évidemment, quand on démarche différents clients ou différents pays potentiels dans lesquels on veut se développer, ben on a, quand on veut vraiment s'y intéresser, l'opportunité de travailler en collaboration avec les gens qui sont à mes côtés. C'est, je pense, à un moment donné, une ouverture vers l'international. On a besoin de se faire épauler, pas uniquement financièrement, mais évidemment avec des outils comme vous parliez tout à l'heure. Il faut rencontrer des gens. Je pense que souvent, quand même, l'homme est mis à partie et pas uniquement l'aspect financier. Il faut rencontrer des partenaires solides. Et c'est vrai que l'export, pour moi, se fait en plusieurs étapes. La première a été, bien évidemment, de se déplacer, de rencontrer des gens, d'essayer de réaliser des projets. Un maître mot chez Rani, c'est une volonté de faire des projets durables, c'est d'être présent et d'être un partenaire pour nos clients. Je fais partie forcément de la famille dirigeante et quand je m'implique personnellement dans un projet, j'aime bien à entendre quelques années après que ça a bien fonctionné et qu'on a toujours envie de nous rappeler. Et puis après, il faut travailler par étapes, avoir envie de passer un cap. Et pour passer ce cap, il faut penser à l'implantation locale. Plus le monde avance, plus les choses se développent. Et plus on a besoin d'avoir des partenaires locaux parce qu'on ne peut pas tout faire de France. Donc on doit faire de l'export de France pour pouvoir continuer à consolider nos entreprises. Mais on doit également avoir l'opportunité de s'associer avec des entreprises locales et d'être épaulé pour pouvoir le faire, pour essayer de rendre le produit déjà beaucoup plus abordable financièrement, parce que quand il est produit sur place, il est beaucoup plus compétitif, de créer de l'emploi, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est important. On veut de l'emploi pour nos entreprises et nos PME en France, mais il faut penser au fait que on ne veut pas toujours donner l'impression, quand on va dans un pays, de vouloir prendre l'argent de ce pays et de s'en aller. Donc il faut impérativement trouver des partenaires locaux. Et donc pour ça, on a besoin d'être en amont pour pouvoir déterminer ses partenaires et ensuite être épaulé sur place pour pouvoir s'implanter durablement. Merci. Et vous, Annie Ferton, vous avez, avec Invest Partner, une expérience importante de l'implantation des PME dans ces pays. Quel est votre regard sur cette question de l'actualité, avant de passer à tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer les choses? Merci. Bon, Investisseurs et Partenaires, en fait, peut-être en 30 secondes, hein, c'est un fonds d'investissement créé depuis maintenant 15 ans qui est spécialisé dans l'investissement des PME et banques de microcrédit, donc petites entreprises. Maintenant, on a à peu près une 60aine de participations dans 15 pays. On a été très pionniers en 2001 pour financer les PME, surtout les toutes petites. Ce qu'on fait, bien sûr, c'est on investit dans des projets, des startups, du développement, mais on fait surtout beaucoup d'accompagnement. Et donc, on a mis au point, en fait, un système qui permet, dès que un promoteur est bloqué sur quelque chose, une technique, ou il est dépassé, etc., immédiatement, on met au point tout un système pour l'accompagner, pour le débloquer, pour le former. Donc, on apporte de l'argent, mais énormément d'accompagnement. Donc jusque-là, les résultats sont plutôt très bons, puisque nos 60 entreprises connaissent des forts développements et on est en processus de levée de fonds comme ça, compte tenu de ce succès. Et moi, j'ai envie de vous dire là, vraiment, les promoteurs de PME en Afrique, les patrons de PME en Afrique, c'est des héros. Et les promotrices, c'est des super héroïnes. Parce que vraiment, diriger une PME en Afrique, à certains moments, c'est un acte de courage extraordinaire. Là, j'étais la semaine dernière à Madagascar. Un des patrons de nos entreprises m'a dit, écoutez, alors moi, c'est pas compliqué. Hein. L'État, je fais comme si ça n'existait pas. Je fais tout comme s'il n'y avait pas. Donc, j'ai mon groupe. Pour le transport, je m'occupe. Pour l'autonomie, tellement il sait que c'est compliqué. Bon, bien sûr, il utilise les services de l'État pour tout un tas de choses, mais c'est un type d'état d'esprit qui est quand même particulier et auquel il faut vraiment donc une débrouille parfois qui est très remarquable.
Voilà, alors en fait, nous, ce qu'on a constaté sur nos patrons, enfin patrons ou patronnes, c'est que le profil du patron d'aujourd'hui, du promoteur, a quand même pas mal changé, puisque plus du quart des nôtres ont fait des études supérieures, plus du quart sont des femmes, plus du quart sont créés ou développent une entreprise familiale, plus du quart aussi ont contact avec ou un entrepreneur ou un groupe international, et largement plus de la moitié ont envie de participer au développement de leur pays. Ça, c'est une constante actuelle dans nos promoteurs, en fait, dans nos partenaires, en réalité. Voilà, bon, donc ça, c'est notre constat à ce jour, en fait. Oui. Alors, ensuite, que faire pour améliorer les conditions de réussite Après ce panorama un petit peu de toutes les possibilités que les uns ou les autres vous pouvez offrir aux PME, à votre avis, les uns et les autres, quelles sont les conditions de réussite? Et vous savez que les conclusions de cette table ronde seront remises aux chefs d'État français et africains qui se rendront en janvier 2017 à Bamako pour le sommet. Et donc, profitons-en pour essayer de dire qu'est-ce qu'il y a, à notre avis des institutions financières, avis des accompagnateurs de toutes sortes et avis des chefs d'entreprise eux-mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses aujourd'hui, compte tenu de l'état de tous les dispositifs que nous avons revus. Donc, Evelyne, d'abord, faites-nous votre analyse des choses. Vous avez déjà commencé à en parler tout à l'heure, en parlant de ce que devrait faire l'État et ce que devraient faire aussi les entreprises. Mais allez un petit peu plus loin. Oui, du point de vue de l'État, je trouve que c'est quand même dramatique de devoir prendre le risque de son entreprise et de pouvoir se débrouiller, chercher à se débrouiller autant. Nous avons ouvert dans 33 pays. Nous avons, affaire à 25 régulateurs. Nous sommes une très grande banque, 23 milliards de dollars de total bilan. Et ce n'est pas facile pour nous, imaginez, pour les PME, les PMI. Ensuite, il y a beaucoup de PME qui sont dans le secteur informel. Nous ne devons pas ne pas parler de ce secteur informel. Le secteur informel n'arrive pas à se financer de manière adéquate puisque vous leur demandez des bilans, la gouvernance dont mon collègue a parlé, ils n'en ont pas. Donc il faut les ramener dans le secteur formel. L'État doit jouer son rôle et améliorer l'environnement des affaires, simplifier les procédures administratives, s'occuper des infrastructures. Ce n'est pas aux entrepreneurs de s'occuper des infrastructures. Nous parlons d'un marché régional. Pour moi, il est mieux d'avoir face à moi les 110 millions d'habitants de l'UMOA plutôt que d'avoir, et je vais parler de mon pays pour être politiquement correct, de n'avoir comme marché que les 12 millions de personnes qui sont au Sénégal. C'est l'UMOA qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas le Sénégal. Donc il y a une problématique à poser. Et s'il y a une proposition forte que je fais, c'est que l'État puisse jouer son rôle et surtout rationaliser toutes ces aides aux PME. Vous avez des agences de développement de PME, un ministère du PME. Vous avez des aides qui ne sont même pas décaissées. Parce qu'au départ, au moment de la négociation, il n'y avait pas des personnes qui ont l'expérience des PME pour pouvoir bien négocier les conditions pour décaisser ces aides. Maintenant, du côté de l'entrepreneur, encore une fois, l'État a son rôle, mais le secteur privé a son rôle. Je reviendrai sur le rôle de conseil des banques, et je suis totalement d'accord. Nous ne pouvons pas continuer à dire non au crédit. Il faut qu'on explique pourquoi on a dit non au crédit. Il faut qu'on puisse conseiller les entrepreneurs parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ils ne savent pas toutes les possibilités qui sont offertes en Afrique pour pouvoir développer les entreprises. C'est de notre responsabilité, mais c'est une responsabilité conjointe avec l'entrepreneur qui doit se mettre à niveau. Et c'est très bien que de plus en plus, nous ayons des chefs d'entreprise qui ont fait des études supérieures, qui ont une vision très claire. Mais il faudrait que ces chefs d'entreprise puissent savoir qu'au moment de financer l'entreprise, c'est le cœur de leur activité, financer l'entreprise, qu'ils sachent qu'il faut un peu d'ingénierie financière et pouvoir piocher dans toute cette offre qui est là et qui est disponible au niveau en Afrique. Donc voilà peut-être les deux axes, les deux propositions que je voudrais faire pour pouvoir, encore une fois, assurer
la pérennité de nos entreprises, formaliser le maximum d'entreprises qui sont dans l'informel et qu'on puisse, maintenant, ce taux de croissance puisse être encore plus tiré et qu'on puisse voir la création de richesses, la création d'emplois et que ce problème qui devrait être notre problème à nous tous, de tous ces jeunes qui sont là et qui ne sont pas préparés à l'emploi, que ce problème soit réglé, qu'on crée un peu plus d'emplois en boostant le secteur privé qui, encore une fois, est largement composé de PME et de PMI en Afrique. C'est très bien. Mais c'est quelquefois même pas des PME et PMI, c'est quelquefois des TPE, toutes petites entreprises en Afrique. Et la BPI, vous avez des projets sur ce sujet, de financement des petits projets. Sur la France, oui. Sur la France. Mais, sur la France. Oui, avec, moi ce qui me frappe beaucoup dans ce que j'entends, c'est qu'avec les mêmes mots, on peut décrire la situation française. Alors évidemment, vous me direz, c'est pas tout à fait comparable. Pourtant, vraiment, c'est les mêmes mots. Hein. C'est-à-dire que nous, on finance, au fond, maintenant très bien les 100 000 PME et ETI, entreprises de taille intermédiaire françaises. Ça va, il y a beaucoup de liquidités, beaucoup d'equity. En revanche, il y a un besoin d'accompagnement qui est à peu près illimité. Vous avez une quantité d'entrepreneurs qui sont dans une grande solitude, sans même d'ailleurs s'en rendre compte, hein, et qui sont, pensent-ils, au sommet de leur performance, alors que ça n'est pas le cas, et qu'on pourrait très, très, très clairement augmenter l'ambition des plans stratégiques, structurer un peu mieux la gouvernance. Bref, il y a énormément de conseils à leur apporter, de solitude à briser, etc. Donc BPI France fera de plus en plus ce que mon camarade de la Société Générale décrivait, c'est-à-dire de l'accompagnement, de la mise en relation. On fait ça au travers de missions de conseil. On va en faire 2000 en 2016 et 4000 en 2017, des missions de conseil. Hein. Donc c'est quand même de grande ampleur. On a des accélérateurs, on a des académies. Bref, on pense que les entrepreneurs sont des sportifs et que c'est un sportif, il est à son sommet quand il est bien encadré dans un centre Clairefontaine ou Marcoussis ou tout ce que vous voudrez, d'encadrement et d'entraînement. Voilà. Et je pense qu'en Afrique, c'est la même chose, en fait. Alors, il y a tout à fait des petites entreprises de 3, 4, 5, 10 salariés maximum qui, elles, sont toute la volumétrie d'une économie. Et c'est là que se crée l'emploi ou c'est là qu'il ne se crée pas. Donc, BPI France a décidé de s'intéresser aux TPE. Une énergie incroyable traverse le pays autour de ces petites entreprises-là qui sont malheureusement un peu découragées parce que suradministrées, clairement, au contact de l'État, des administrations sociales, des administrations normatives, elles sont complètement débordées. Et personne ne comprend qu'en fait, ce tissu micro-entrepreneurial qui représente au moins 1 million d'entreprises en France a quand même un minimum besoin d'informel, quoi, au moins un peu, et qu'on ne peut pas tous les mettre en caserne. Donc, le déficit d'emploi créé par ces entreprises est très important, et nous avons décidé de créer un prêt pour elles, qui est un prêt de développement sans garantie, à 7 ans toujours, avec un taux extrêmement faible, bonifié, plusieurs années de différé de remboursement, et qui est un prêt qui leur permet de financer leur plan de développement, hein, tout simplement. Donc c'est sans garantie, 2 ans de différé de remboursement, 7 ans, taux d'intérêt de 1%, 50 000 euros. Pour toute TPE de 3 salariés, on demande à ce qu'il y ait au moins 3 salariés. Hein. Donc ce n'est pas les auto-entrepreneurs, c'est la micro-entreprise de 3 salariés, dont le patron est dynamique, ambitieux, et qui aujourd'hui ne trouve pas réellement de moyens de financer son développement. Hein. Il peut financer de l'immobilier avec du crédit bail, il peut financer une petite machine avec du crédit bail matériel, mais financer du développement, c'est-à-dire du goodwill, de l'innovation, une projection à l'étranger, un recrutement, il ne peut pas. Oui, oui, c'est vrai. Donc on a lancé ça en région Île-de-France il y a 15 jours, en région Bretagne la semaine dernière, et vous aurez le déploiement de ce prêt TPE de BPI France, qui est un prêt d'ailleurs digital, en ligne, France entière en 2017. Ça, c'est super. Vraiment, moi, je suis dans la région Nouvelle-Aquitaine. Hein. Ça, c'est vraiment une très, très belle initiative. Et je pense qu'on a des tas de jeunes aujourd'hui qui ont des projets magnifiques et qui ne trouvent pas ces fonds-là pour pouvoir démarrer leur initiative. Et je crois que vraiment, ce prêt-là va permettre sûrement un décollement de ces projets. Même si ça ne suffira pas, même s'il faut aussi l'accompagnement dont vous parliez. La Société Générale. Alors, dites-moi, vous, quels sont, de votre point de vue, la façon dont les PME doivent être encore mieux encadrées
et mieux accompagner. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur le rôle des États, mais j'ai quand même 2-3 petits points à rajouter là-dessus. Je crois qu'il faut le dire. Je crois qu'il faut le dire. Et surtout parce que vous avez dit que les conclusions de ce forum vont être présentées au chef d'État. Je pense qu'il est important. Vous savez, moi je sors d'un pays qui s'appelle le Cameroun et j'ai vu des PME mourir parce qu'il y avait des retards au port. Vous savez, quand un patron de PME commande sa marchandise ou sa pièce pour sa machine et qu'elle traîne 3-4 mois parce qu'il y a des retards au port qu'on n'explique pas très bien, et qu'il a programmé, c'est-à-dire que ça commande par rapport à des fêtes, par exemple, à une production qui coïncide avec des fêtes, autant dire que l'entreprise, voilà, elle meurt. Elle meurt. Donc, comment on peut justifier ça dans des pays en 2016? Ça, il faut que les chefs d'État nous répondent. On a des entreprises qui meurent aujourd'hui parce qu'elles font face à une concurrence déloyale, des importations sauvages venant de pays dont je ne citerai pas, avec des niveaux de qualité très discutables qui détruisent nos économies, qui détruisent nos pays. Ça aussi, il faut qu'on mette fin à ça. On doit réguler les importations. Les normes doivent être bien définies et doivent être respectées. Donc on ne peut pas promouvoir et développer des entreprises quand, par ailleurs, on laisse rentrer des produits de qualité médiocre et qui viennent faire concurrence à ces entreprises. Donc ça aussi, les États ont un rôle à jouer là-dedans. C'est plus compliqué, mais... Oui, je sais, mais bon, ça se fait. Les Américains savent très bien faire. Après, il y a de la part des PME, je me tourne maintenant vers les PME, un vrai travail aussi à faire. On a beaucoup parlé de la mise à niveau, mais il est aussi question pour les promoteurs de PME de prendre conscience de la nécessité de se mettre à niveau. Moi, j'ai pensé, j'en ai discuté souvent avec certaines autorités, même de la nécessité de donner des incitations à la mise à niveau, de donner des baisses d'impôts pour un patron d'entreprise qui décide concrètement de se mettre à niveau et de mettre ses équipes à niveau, ou alors de recruter des ingénieurs pour un industriel ou des gens formés pour pouvoir faire de bons états financiers et ainsi de suite. Donc, il faut que les patrons de PME prennent conscience de la nécessité de se mettre à niveau et de mettre leurs équipes à niveau. J'ai un terme que j'utilise que j'appelle l'arrogance de l'illusion de réussite. Il faut une grande dose d'humilité pour les patrons de PME souvent, qui, pour certains, ont réussi dans leurs esprits, parce que ça fait 40 ans qu'ils ont bossé, et le monde a changé. Et souvent, c'est difficile de les amener à réaliser ça. Et j'appelle ça l'arrogance de l'illusion de la réussite, parce que c'est une vraie illusion, et parce que souvent, ces PME ne survivent pas à leurs promoteurs. Alors, M. Vegas, oui, madame. Finissez. Puis je finis sur d'autres institutions. Il y a le patronat qui a un rôle à jouer. Oui, qui a un vrai rôle à jouer sur la mise à niveau également des patrons de PME. Je voudrais ici rendre hommage, permettez-moi, à un président d'un patronat, le patronat camerounais, qui est décédé malheureusement le 2 août dernier, qui était le président du patronat et qui a mis en place une batterie de mesures de mise à niveau des patrons de PME, notamment ce qu'il a appelé les universités du JICAM, et auxquelles j'ai moi-même participé et qui ont contribué à faire relever le niveau d'un certain nombre de patrons de PME que j'ai moi-même pu constater en tant que banquier. Monsieur Vega, oui, madame. Oui, vous venez de nous dire des choses formidables du point de vue de l'État. Oui, vous avez raison. Du point de vue des entreprises, et vous avez raison, je n'ai pas un obstacle et pas une contradiction à donner à tout ce que vous avez dit. Mais quand même, les banquiers là-dedans. J'ai pas fini, j'en arrivais. Bon, parce que alors, les banquiers, vous avez vu le logo là, juste Monsieur... là, Société Générale. Oui. Alors, ça fait partie de notre rôle. Nous allons continuer de participer à la mise à niveau des PME, au réseautage, notamment en partenariat avec des forums comme ceux-ci. En plus de ce que nous faisons déjà, nous allons continuer à travailler pour innover sur les solutions que nous pouvons proposer à nos partenaires, à nos clients. Il y a un vrai travail à faire à notre niveau. Il y a un travail dans vos pays, mais en France aussi, hein, mais aussi votre accueil des femmes entrepreneurs. Souvent, les femmes sont moins bien accueillies dans les banques que les hommes parce qu'on a moins confiance. Et il faut vraiment que ça cesse, ça. Et est-ce que vous avez
sur cette question, par exemple, de l'accueil des femmes dans les banques et de leurs projets, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une femme n'ait pas un projet aussi pertinent que celui d'un homme. Et ce n'est pas toujours le cas dans les banques. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elles nous disent en grande majorité. Elles ont beaucoup de problèmes pour arriver à passer les barrières des banques. C'est vrai, certainement. Mais moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, et probablement, je peux le dire aussi au nom de la Société Générale, nous avons un vrai, j'allais dire, une vraie conscience pour le développement du business drivé par les femmes. Moi, je suis persuadé, et les statistiques le montrent, que les entreprises créées par les femmes meurent moins souvent que celles créées par les hommes. Les quelques statistiques auxquelles j'ai eu recours le montrent, mais mon expérience personnelle aussi le démontre. Et donc, je suis personnellement très attaché au financement des entreprises dont les femmes sont les promotrices. Et la Société Générale aussi n'a aucune discrimination par rapport à la nature ou à l'origine du chef d'entreprise. Donc, de ce point de vue-là, je sais qu'il y a du chemin à faire, notamment en Afrique. Il faut vraiment y travailler. Nous allons y travailler. Nous avons également eu des discussions avec certaines institutions qui financent justement des entreprises dont les femmes sont promotrices. Et je sais qu'au Cameroun, nous avons noué un partenariat avec une des institutions là-dessus et nous allons continuer de travailler dans ce sens. Merci. Et alors, le chef d'entreprise, lui, parce que j'ai parlé pour son compte, mais le chef d'entreprise lui-même, qu'est-ce qu'il en pense ? Moi, personnellement, je pense que c'est très, très important qu'on puisse avoir accès à toutes ces aides. Je pense quand même qu'il faut aussi qu'on travaille très dur, parce que dans notre pays, malheureusement, l'assistanat par des constats que j'ai pu faire aussi et des prêts qui ont été accordés à des entreprises qui ont développé des projets qui, peut-être dès le début, n'avaient ni queue ni tête, mais qui ont été faits parce qu'il y avait des enveloppes et des choses ont été faites. Et ces projets n'ont pas abouti. On a l'impression, quand on est aidé, quand on est accompagné, que ce soit par la COFAS ou par quelqu'un d'autre, que c'est de l'argent qu'on nous met à disposition. Ce n'est pas le cas. Pour ma part, puisque je parlerai que pour ma part et pour mon entreprise, on a très récemment, parce qu'on l'a pas boudé, mais on l'a tout simplement, on a eu le besoin de le comprendre. On a fait très récemment une assurance prospection export avec la COFAS, qu'on a développé en partenariat avec Classe Export, parce que Classe Export que je connais depuis de nombreuses années, avec qui on ne s'était jamais réellement rapproché, mais a une ingénierie financière qui est très intéressante. On a développé un partenariat pour faire cette assurance prospection, pour développer notre travail en Afrique. Mais tout ça, il faut le mettre en parallèle avec des actions, des vrais. Ce n'est pas parce qu'on a une enveloppe de 100 ou 200 000 euros par an qu'on peut partir, vadrouiller, voir 25 ou 30 pays. Il faut construire les choses. Il faut construire les choses et y aller dans le bon sens. Moi, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, mon voisin en parlait tout à l'heure, l'un des gros problèmes qu'on peut avoir quand on travaille sur des projets en Afrique, on n'est pas les plus forts et les plus beaux, nos produits ne sont pas toujours les meilleurs, mais en tout cas, on essaie de travailler dans un esprit sincère et durable. Donc, on essaie de fabriquer des produits, on essaie de suivre et d'accompagner nos clients finaux. On est souvent concurrencé par des choses qui nous coupent l'herbe sous les pieds, parce que par moment, c'est vrai que le financement est important, mais je pense qu'on a aussi également besoin d'avoir une vraie ressource d'analyse et de propositions sur place, ou en tout cas même de par certains organismes ou banques avec lesquels on travaille en France, pour savoir si les projets sont viables, si nos interlocuteurs sont des interlocuteurs sérieux. Est-ce que c'est des projets qui vont aboutir ou pas? Est-ce qu'on peut à un certain moment avoir un État français ou des banques avec lesquelles on œuvre depuis des années, avoir un vrai soutien financier et stratégique, parce que c'est important pour eux comme pour nous, d'arriver sur un marché, d'être capable de poser sur la table une proposition qui est plus adaptée que celle qui peut être adaptée par une entreprise chinoise, une entreprise allemande ou une entreprise, peu importe, il y en a plein. C'est vrai que souvent, il y a des pays, je l'ai noté, Alors, dites-moi, il y a des pays comme la Chine, au-delà du travail qui peut être très bien fait, puisque je dirais qu'en Afrique, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des entreprises chinoises qui travaillent dans beaucoup de pays d'Afrique, qui s'implantent et qui travaillent. Ils arrivent aussi avec beaucoup d'argent. Donc quand on arrive avec ses propres financements, qu'on est financé par un État qui paye une entreprise pour pouvoir réaliser un projet, forcément derrière, quand nous on arrive, qu'on doit d'abord se battre pour vendre notre produit, puis qu'une fois qu'on l'a vendu,
éventuellement, psychologiquement, à notre client final, il faut qu'on trouve l'argent pour l'aider à réaliser son projet, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est vrai que nous, notre démarche, on a réussi à créer des liens de confiance depuis des années, forcément. En plus, je dirais quand même que, même si ça ne s'appelle pas vraiment du bouche à oreille, mais le fait d'avoir réalisé des projets qui ont fonctionné dans beaucoup de pays, on est forcément sollicité ailleurs aussi. Mais moi, j'attirais vraiment mon point d'honneur à dire que quand on se bat sur un projet, d'abord, on doit être prêt à s'investir à 100% sur son projet avant de demander des aides. Parce qu'être accompagné par des organismes, peu importe, sans savoir vraiment et en ayant vraiment analysé en fait, le marché pour savoir si on est capable en fait, de l'assumer ou pas, je pense que c'est un échec à court terme. Donc il faut mettre les moyens qu'il faut. Bon, nous, pour notre part, pour en citer que quelques-uns, mais très rapidement, on a donc fait cette assurance prospection. Cette assurance prospection, moi je m'occupe de l'export international, donc pour l'entreprise familiale, je m'occupe du monde entier et des filiales. On a engagé une personne qui s'occupe de l'Afrique depuis 1 an, qui a travaillé dans une très grande société française, qui est quelqu'un qui connaît très très bien le continent africain et de nombreux pays, parce que je crois qu'il n'y en a que 3 qu'il n'a pas fait sur tout le continent, donc il connaît bien les problématiques liées au travail qu'on doit faire. Parce qu'il fallait le faire en même temps que cette assurance prospection. Il faut pouvoir être présent. Donc on s'appuie énormément aussi sur diverses organisations qui sont d'une grande aide, parce qu'il est vrai que des événements comme celui-là, où j'ai été ravi de vouloir y participer, on est même présent avec un stand, parce qu'on estimait que c'était une façon de pouvoir montrer nos produits à des gens qui n'avaient pas forcément prévu de nous rencontrer. On a besoin de rencontrer du monde, on a besoin d'être accompagné, d'échanger, de comprendre ce que les autres entreprises, par quoi elles sont passées, ça peut nous faire gagner du temps. L'un des gros défauts des entreprises françaises, c'est qu'elles ont tendance à être un petit peu repliées sur elles-mêmes, un petit peu égoïstes dans leur mode de fonctionnement et pas très ouverts au partage. Et ça, c'est une grosse erreur, parce que je pense qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plein de petites PME. On parlait de TPE, de PME. Enfin, moi, notre entreprise fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on n'est pas non plus une toute petite entreprise, mais en comparaison à des gros groupes français, comme des sociétés comme Bouygues avec qui on collabore, ou Vinci, on est une paille. Et c'est vrai que ces PME qui ont un savoir-faire qui peut être totalement complémentaire avec d'autres entreprises, au lieu de s'associer, elles investissent chacune de leur côté pour faire le même travail et les mêmes démarches. Vous, par exemple, quand vous vous implantez à l'étranger, vous êtes ouvert à des partenariats dans votre capital? Alors, jusqu'à présent, notre entreprise est à 100% capitaux familiaux, parce que c'est notre entreprise française qui est comme ça. Je parlais tout à l'heure d'étapes. Je pense il faut apprendre dans la vie. On ne peut pas arriver du jour au lendemain à avoir tout compris, je pense. Donc il a fallu apprendre l'export, comprendre les différents pays, les démarches. Souvent, ce qui peut nous gêner à l'implantation locale et au partenariat local, ça peut être des règles locales, par exemple. Vous savez qu'en Algérie, quand vous vous implantez, il faut qu'un investisseur algérien soit majoritaire dans votre entreprise. Absolument. Donc c'est vrai que quand on veut protéger son nom et protéger son produit ou son outil, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est là que vient le rôle pour citer la Société Générale, c'est un exemple. Nous, on travaille avec d'autres banques depuis de nombreuses années, mais on a ouvert récemment un compte avec la Société Générale en France pour pouvoir être accompagné sur des pays africains, parce qu'on sait qu'ils sont implantés localement. Même sans parler d'investisseurs étrangers, d'investisseurs locaux, publics, financiers, dans votre capital, vous êtes ouvert à ça. Absolument. Je pense que c'est très très important que des chefs d'entreprise disent ça, que l'ouverture du capital, c'est pas une perte de pouvoir en soi, ça peut être aussi un levier de développement formidable. Et il faut savoir ouvrir son capital. Je pense qu'il faut fonctionner par étapes. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, ouvrir le capital de la société Rani, qui est une société 100% française, c'est toujours un petit peu compliqué, bien qu'on soit sollicité, pour pas dire une fois par jour, c'est au moins en tout cas une fois par semaine, bien évidemment, puisque quand on travaille dur et qu'une entreprise qui va relativement bien, on est sollicité. Mais moi, l'une des idées que j'ai pour l'export est très proche, et on en a discuté même avec une entreprise qu'on a rencontrée hier, c'est de créer en tout cas une entité dans les pays dans lesquels on veut travailler, oui, c'est ça. Sans forcément exagérer sur la quantité de gamme de produits qu'on veut développer dans ce pays-là, parce que tout n'est pas forcément fabricable, en tout cas dans le pays. Par contre, imaginez créer une entité de la Société Rani en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou dans un autre pays dans lequel on pourrait donner une participation à un de nos associés ou à un partenaire local pour pouvoir être la personne qui va gérer cette entité localement et pouvoir bénéficier, je dirais, de l'outil Rani. C'est quelque chose qui est totalement dans le pipe, comme on dit. Bon, vous voyez là une entreprise qui va par palier vers son développement, mais un développement tout à fait rationalisé et au fond pertinent, puisqu'il arrive à des résultats sensationnels. C'est très bien, et qui est ouvert
à des solutions innovantes, y compris des solutions financières innovantes. Alors maintenant, un petit temps où vous pouvez poser des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui, madame. Alors dites-moi s'il vous plaît qui vous êtes. Alors vous prenez le micro là qui doit être... Non, il y a un micro qui monte? Ah bon, vous n'avez pas les micros de... Je ne suis pas habituée à ça. Voilà. S'il vous plaît, vous vous présentez 2 minutes et vous vous adressez à l'un d'entre eux. Alors Delphine Dana, je suis présidente de la société AGO Consulting. Je suis... Ah, ça marche pas? Vous m'entendez? Voilà. Donc Delphine Dana, je suis présidente de la société AGO Consulting, membre actif de la CGPME et très investie dans des fédérations professionnelles comme le CINOV. Et en fait, moi, il y a quelque chose qui me choque un petit peu, excusez-moi, je pense qu'on a oublié un point fondamental, c'est les modalités de financement des banques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous présentez un dossier pour un financement pour une banque, la banque ne suit pas les besoins immatériels. Donc vous parlez des chefs d'entreprise et de leur responsabilité de se doter de gens compétents. On en a beaucoup parlé pendant ces derniers jours. Moi, je suis désolée. Ce n'est pas des choses qui sont financées par les banques. Donc quand on veut accompagner un chef d'entreprise dans son plan de développement, et j'ai les mêmes problématiques en fait quand on travaille en Afrique, parce que je travaille aussi beaucoup sur l'Afrique, en fait ces besoins immatériels qui sont liés vraiment à l'introduction de compétences et à la montée en compétences des équipes ne sont pas financés par les banques. Et je parle des PME et pour les TPE, PME. Donc là-dessus, je pense aussi qu'il y a un besoin fondamental que les banques se repositionnent. Parce qu'assurer une mission de conseil, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir suivre l'ambition du chef d'entreprise. Et aujourd'hui, je les trouve souvent absents. Merci. Alors, on va prendre une autre question. J'ai une autre question, si vous permettez. Bonjour, Guy Giquelot, je suis le président de la Fédération des très petites entreprises. J'ai une question pour Madame Tal. Quel est le pourcentage des financements accordés par les banques en Afrique? Parce qu'on a parlé de financement des TPE et des PME africaines, c'est important. Si on a ces entreprises comme clientes, on veut savoir comment elles sont financées. Sachant, alors je vais vous rassurer, et vous avez dit la vérité. D'ailleurs, je ferai une petite parenthèse. Nicolas Dufour a aussi dit la vérité. Le problème des TPE et PME, il est très compliqué en France. Il nous l'a accordé depuis longtemps. En France, il faut le savoir, et nos collègues entrepreneurs français qui sont là, 7% des financements vont vers les TPE et PME. Chiffre confirmé par la Banque de France. Alors, je ne vais pas parler de la France, mais en Afrique, quel est le pourcentage? Première question, quel est le pourcentage des financements accordés par les banques à les TPE? On va parler des TPE, parce qu'en Afrique, il y en a beaucoup. Quel est le pourcentage des financements? C'est votre chiffre des banques. Et deuxième question, quelle est la part qui est couverte par les assurances crédit? Parce que je ne veux pas tirer sur nos amis banquiers. On a besoin des banquiers. On a besoin d'eux. Hein. Sans banquiers, on ne peut pas vivre. Mais quelle est la part qui est assurée par l'assurance crédit chez vous? Sachant que chez nous, rassurez-vous, c'est pas... Merci de votre réponse. On va répondre à ces 2 questions. Si j'ai compris la question, vous parliez de financement de l'immatériel, c'est ça? Oui. Immatériel. Oui, d'accord. On est d'accord. Donc ça typiquement, c'est ce que fait BPI France en France. Donc le prêt croissance export, sans garantie, il finance en blanc l'entreprise. On ne prend aucune sûreté. Donc on finance l'immatériel, le goodwill. Et ça peut aller jusqu'à 5 millions d'euros. Donc une entreprise qui prend déjà 5 millions d'euros de dette à 1,5% de taux sur 7 ans avec 2 ans de différé de remboursement, elle a quand même de quoi financer son plan de développement dans toute sa profondeur. Hein. Alors je suis d'accord avec vous, ça n'existait pas il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y avait un petit prêt qui était un prêt de 200 000 euros. Moi, je l'ai monté à 5 millions. 5 millions, on peut quand même avancer. Et sur l'autre question, monsieur Vega? Non, moi, juste Madame Tal, juste sur le financement de l'immatériel, moi je dirais que vous avez raison, hein, c'est un sujet qui est problématique, mais qui honnêtement est difficilement finançable par les banques commerciales. Et ça c'est une idée que nous prenons et que sur laquelle nous travaillons et que nous allons continuer de travailler pour apporter des solutions. Mais j'essayais simplement d'expliquer que pour nous, banques commerciales, hier, si vous étiez là, vous avez certainement entendu parler des questions de transformation. Nous avons des dépôts de clients que nous devons transformer et pour lesquels nous avons une exigence de retour, de rentabilité et ainsi de suite. Et ça, c'est important et c'est pour ça que les institutionnels sont souvent mieux placés que nous pour accompagner ce type de financement. Oui, j'ai compris. Madame. Oui, je ne peux pas vous donner le pourcentage en Afrique. Je n'ai pas le montant du total bilan de toutes les banques africaines. Je peux vous dire simplement que les banques africaines
ne peuvent pas ne pas financer les PME. Nous avons, c'est vrai, de très grosses entreprises, des multinationales en Afrique, mais le plus gros du tissu économique est fait de PME. Donc vous ne pouvez pas ne pas les financer. Quoique les banques n'arrivent pas à financer de manière adéquate l'informel pour des questions qu'on comprendra d'organisation, de gouvernance, etc. Et la problématique est de pouvoir, et je mets tout ça entre guillemets, de formaliser un peu plus l'informel. Sur le bilan d'Ecobank, 10 milliards, 23 milliards total bilan, 10 milliards de prêts, 30% en PME, je vous le dis. Mais il ne s'agit pas d'Ecobank, il s'agit des banques en Afrique et du financement des banques. Les très petites entreprises, il y a quand même une activité de microcrédit qui est très dynamique en Afrique. Oui, c'est vrai. Et le financement est pris en charge à ce niveau-là. Je crois que c'était la question qui m'avait été posée. Merci. Madame, il y a une question. Vous avez d'abord une question là, et après madame. D'accord, allez-y, et après monsieur. Allez-y. Oui. Philippe Lungula, directeur associé de Ndara Consulting Engineering et puis secrétaire général de la route de la soie et de l'ébène. C'est un fonds de dotation. Donc nous sommes là pour faire des propositions. Approchez votre micro. Oui, nous sommes là pour... Nous allons faire un constat et faire une proposition concrète puisqu'on est là pour ça. On a beaucoup parlé ici des sources exogènes de financement. Je pense qu'on a oublié d'inviter ici les banquiers centraux, notamment les banquiers centraux des deux zones, qui continuent à placer les réserves auprès du Trésor français, au-delà du ratio imposé. Donc, à partir de là, on peut récupérer, c'est une source de financement dont les Africains ont aujourd'hui pour adresser les principales questions qui sont pour nous, qui ont été soulevées ici. On retient la question de l'écosystème, la rationalisation, le financement innovant, notamment l'informel, mais le financement autant de l'agriculture, de l'énergie, etc. Parce qu'on a les fonds en local. Donc, il convient aussi qu'on puisse mobiliser les financements que les Africains ont. On a ce financement principalement. Sur cette question peuvent rebondir maintenant, aujourd'hui, Mme Tal et M. Vega notamment. Donc, on a bien ces sources de financement. Par ailleurs, on devrait aussi permettre, par rapport à la volonté française d'intervenir, etc., de mobiliser les financements locaux. On n'en a pas assez parlé. Bon. Merci. Merci beaucoup. Madame, vous n'avez pas de questions, c'était une observation. Madame, excusez-moi, madame, parce que je vous fais galoper, là. Hein je suis désolée. Je ne comprends pas que les micros n'aient pas été gardés. Bon, c'est comme ça. Allez-y. Je ne sais pas si on va pouvoir, hein, monsieur. Si on peut, on fait vite des petites questions, s'il vous plaît. Merci, madame. Je ne sais pas si je pourrais la faire petite, mais en tout cas, pour commencer, je suis donc de Madagascar. Je suis du groupement des entreprises de Madagascar, où il y a des grandes entreprises, filiales et succursales de multinationales, mais également des PME et des TPE. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait madame, qui reflète tout à fait notre état d'esprit. On a appris à se passer de l'État, mais on est presque sur le point de se passer des banques également, si on peut le faire. Parce que ce qu'on voit en réalité, quand on voit les publications obligatoires dans les journaux à Madagascar, les entreprises les plus rentables sont quand même les banques. Comment sont-elles rentables? Et je rejoins ce que disait le monsieur tout à l'heure. Les bons du Trésor sont quand même plus sûrs et moins fatigants, je dirais, comme type de placement que de placer dans une PME, prêter à une PME. Donc ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a une vraie difficulté. Et quand on arrive à avoir des prêts auprès des banques, ils ont à la fois les bretelles, la ceinture et le parachute. Parce qu'il y a le fonds de garantie qui garantit, ils prennent une hypothèque ou ils prennent des garanties sur le matériel. Et en plus, il faut parfois encore la caution personnelle de l'entrepreneur. Donc là, dans ces conditions, évidemment, il est facile de faire du prêt. Et donc, moi, ce que je dis par rapport à nos pays, la plupart du temps, malheureusement, c'est qu'il y a des oligopoles dans ces pays. Il n'y a pas assez de concurrence dans les banques et les établissements financiers. Et donc, il y a une espèce d'entente, peut-être, qui fait que les taux d'intérêt... Vous parliez de microfinance, madame, c'est très bien, mais c'est quand même 30% la microfinance. Et les banques normales, banques commerciales à Madagascar, c'est 15% en moyenne pour un prêt à moyen terme, sinon plus. Et c'est dans les 18 à 19% pour les découverts. Comment voulez-vous qu'on puisse vivre alors que l'environnement est très compliqué à Madagascar? Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci.
Juste un mot, madame, et je comprends parfaitement ce que vous dites. Je dirige aujourd'hui une banque qui a passé au cours des 2 dernières années 80 milliards de francs CFA de provision. 80 milliards de francs CFA de provision. Juste un mot ici, je l'ai promis ici. 80 milliards de francs CFA, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. On a une autre table ronde derrière. Et c'est des provisions pour créances douteuses. Et ça, si on ne fait pas partie d'un grand groupe solide, on ferme les portes de la banque. S'il vous plaît, c'est un demi-mot en direction des 2 banquiers du panel. Nous, en Algérie, on est confrontés à une difficulté, c'est que les banques qui sont présentes en Algérie favorisent le financement des opérations commerciales. Est-ce que c'est le cas chez vous, aussi bien au Sénégal que là où vous êtes vous-même, en termes de financement d'investissement? Quelle est la proportion du financement de l'investissement direct, on va dire? Je vous remercie. Vous voulez répondre? Non? Enfin, qui veut répondre? La question, c'est la proportion du financement de l'investissement, c'est ça? Écoutez, je n'ai pas les chiffres, mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, les banques africaines ont un sujet de transformation. Nous avons des ressources à court terme et pour des raisons évidentes, et notamment des raisons réglementaires, nous ne pouvons pas transformer des ressources à court terme pour des financements à long terme. Et donc ça, c'est un blocage à nos capacités à financer efficacement les investissements au-delà d'un certain nombre d'années. Cela dit, nous mettons en partenariat avec des institutions qui sont capables d'offrir ce type de financement pour venir en appui aux entreprises dans le domaine de l'investissement. Et on a des exemples. Monsieur, la dernière question. Merci, madame. Moi, je m'appelle Abdoulaye Ly. Je suis directeur de la promotion des investissements du Sénégal. Les questions qui sont évoquées ici présentent un intérêt pour moi, dans la mesure où je suis aussi de la Banque centrale. Je suis un fonctionnaire de la Banque centrale en détachement. Pour répondre à la question de monsieur sur la proportion des investissements directs financés par le secteur bancaire, sachez que pour le Sénégal, pour le cas que je connais, ça ne dépasse pas 4%. On plafonne à 4%. Maintenant, la part des investissements, sont le fait d'entreprises domestiques en général. Moins de 17% sont le fait d'investissements étrangers. Dans le volume des 1537 milliards qu'on a reçus en 2015, seuls moins de 15% sont du domaine de l'investissement direct étranger. Et le PIB en général tourne autour de 8150 milliards. Donc je vous parle un peu en tant que statisticien également. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiffres dans ce que je dis. Mais néanmoins, l'objet de mon intervention, madame, c'est d'attirer l'attention des banques sur une mutation qui s'opère et à laquelle elles ne participent pas. Les banques françaises, je veux dire. Au Sénégal, en Afrique, il y a une africanisation de l'environnement bancaire qui est fortement impulsée par Ecobank, par UBA, n'est-ce pas, par Banque Atlantique, les banques maghrébines. Et cela a eu pour conséquence de socialiser davantage le comportement des banques en Afrique. Il y a moins de frilosité, il y a de plus en plus de crédits. Je rappelle qu'en 2000 seulement, les crédits à l'économie représentaient 12% du PIB. Aujourd'hui, on en est à 27% pour la zone UEMOA. Donc c'est un progrès remarquable qui a été fait, mais auquel progrès ne participent pas suffisamment les banques françaises. Elles sont restées dans les standards des années 70. La frilosité, la frilosité, la frilosité. En dépit du fait que, maintenant, je note pour m'en réjouir, il y a des Africains qui sont portés à la responsabilité des banques françaises. Ça va peut-être contribuer. Mais pour le moment, il n'y a pas suffisamment de banques françaises dans cette mutation. Merci. Vrai, faux ou pas? Oui, il est africain. Alors, il est africain, mais une banque française. Non, mais je ne suis pas tout à fait en accord avec le constat. C'est clair que une banque qui a 50 ans se fait facilement bousculer par une jeune banque qui arrive et qui a 2, 3, 4 ans. Et ça, on l'a vécu au Sénégal, on l'a vécu dans d'autres pays. Et c'est pour ça aussi que la Société Générale a décidé de répondre, justement, et ça va se poursuivre, cette réponse. Cela dit, la Société Générale reste quand même le premier banquier au Cameroun en termes de part de marché de crédit, le premier en Côte d'Ivoire largement en termes de part de marché de crédit, le deuxième au Sénégal en termes de part de marché très proche du premier, et
On est deuxième. Pardon. Bon, alors la dernière des dernières, là, parce que je me fais attraper de partout. Hein? Vous avez posé une question? Une petite question. Alors, deux questions, une petite Je pense là, qu'on est ici. vers la fin. Je vais faire vite. J'ai que 2 questions. La première est la suivante. Je reviens encore, c'est récurrent, mais on parle tout à fait de la réussite des entreprises en Afrique, mais la réussite passe par les banques et aussi sur le taux de crédit. Parce que si vous avez un projet et si vous avez un taux de crédit très large, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et deuxième question que je voulais vous poser, c'est l'avenir, c'est-à-dire la digitalisation des circuits bancaires. Au niveau des paperasses et tout, pour un chef d'entreprise, quand il a accédé à un crédit, il y a beaucoup de choses. Je pense que les banques doivent réfléchir à leur digitalisation et aussi voir comment ils peuvent s'impliquer à conseiller les États pour cette problématique de paperasse, pour simplifier les choses. Donc on le note, hein, que les banques soient aussi des conseillers de l'État pour essayer de faire avancer les choses. En fait, vite une petite question et puis oui. c'est fini. En fait, la question que je voulais poser, c'est quoi? J'ai constaté que les pays francophones, spécialement les pays francophones, nous souffrons d'un mal. Mettez plus près de votre menton. Nous souffrons d'un mal. Et le mal dont nous souffrons, c'est quoi? Prenons par exemple un homme d'affaires nigérien et un homme d'affaires béninois. Je suis béninois, mais je suis resté longtemps au Nigeria. Quand, par exemple, on sollicite votre expertise pour un travail donné, et le monsieur vous fait un chèque, peut-être un chèque de 10 millions ou 20 millions, tout de suite. Si vous n'êtes pas dans la même banque que ce dernier, vous prenez le chèque, vous ne pouvez pas toucher. On vous demande de faire la remise, il faut la compensation, tout ça. Et avant que vous ne touchiez cet argent, on vous dit 3 jours, mais c'est 1 semaine après. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglophones. Dans un pays anglophone, on vous fait un chèque, tout de suite, vous touchez l'argent. Et non seulement vous touchez l'argent, vous pouvez également faire des achats immédiatement. Je vous le dis. C'est-à-dire quoi? Vous déposez le chèque, l'argent est disponible tout de suite sur votre compte avec votre tablette. Moi, j'ai ma tablette avec moi, j'ai le logiciel YouMobile que j'utilise. Avec ma tablette, tout de suite, je vais dans une boutique où je vais acheter pour 3, 4, 5 millions. Je peux faire le transfert, peu importe la banque dans laquelle ce dernier a son compte, celui chez qui je veux vendre a son compte. Je fais un transfert directement Mais tout ça, il n'y a pas ce cas. Donc c'est réellement un problème que nous vivons en Afrique francophone. Vous avez raison. C'est une question quand même importante, mais sur laquelle on ne peut pas s'étendre aujourd'hui. Je veux simplement, parce que vous le sentez, les organisateurs me font des gros yeux de tous les côtés. Nous avons débordé notre temps de parole. Hein? Oui, on a compris votre question et elle est bien enregistrée. Et croyez bien que tous les débats sont enregistrés, tous auront des suites. Hein. On va faire l'organisation et M. Meissner ici qui organise toute cette belle manifestation d'Africa 2016. Il va y avoir des résultats. Enfin, ça sera en ligne très rapidement. Donc, toutes vos questions y seront abordées. Et simplement, un grand merci d'avoir participé. C'est très gentil d'y avoir apporté votre contribution. Et on peut dire quand même tous ensemble qu'on est quand même que cette question de la réussite des PME en Afrique est une question clé, non seulement, moi je vais dire, de mon point de vue, non seulement pour les Africains, mais pour les Européens aussi. Et que si on n'a pas ce continent Eurafrique qui, par sa dynamique entrepreneuriale et par ses dynamiques des petites et moyennes entreprises, n'est pas suffisamment vivante, c'est tous nos continents qui seront atteints. Donc c'est vraiment une question clé du développement des prochaines années que du développement des PME en Afrique et en Europe. Je vous remercie. Bon. Gardez mes coordonnées et puis on...